Bienvenue Balandi à Iso Toton, Toton Belbino Balandi Malam, il y a émission à Bino. Le lot Toyambi Motomoko, Aza Motomone vraiment pour Nabiso. Et puis beaucoup découvrir tout au long il y a émission. À Bengamina Kombo, Monsieur Diel, il va beaucoup plus se présenter. Il me repoyer mais émission Nabiso à Lelo. Et cause là en français parce que Monsieur Diel Azali na ba difficulté pour nous balinga la baraming français et puis ba monoko mususu. Bonjour Monsieur Diel. Bonjour Madame la journaliste. Comment vous allez? Je me porte bien et je suis très heureux d'être sur ce plateau, envie d'avoir parlé sur quelques questions sur les droits des peuples autochtones. Et en bref, je m'appelle Monsieur Diel Mochire Mwenge. Je suis le directeur provincial du PIDEP Chirika Labamboti, qui est la toute première organisation mise en place par et pour les populations autochtones au niveau de l'Est et qui a fait émerger la question des peuples autochtones, bien sûr, avec l'ensemble de toutes les dynamiques, donc l'EPIDEP est ici du mouvement autochtone. Monsieur Diel, PIDEP, c'est l'acronyme. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Oui, le PIDEP, c'est le programme intégré pour le développement du peuple pygmée. C'est une organisation créée depuis 1991 à Bukavu et qui est opérationnelle sur toute l'étendue de la République, mais de manière spécifique dans l'ancien Kivu, c'est-à-dire le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema, où nous avons des bureaux bien assis avec des représentants légalement reconnus par les autorités. Mais aussi, nous avons des actions de plaidoyer que nous menons au niveau de Kinshasa. Et nous sommes là aussi pour renforcer les capacités des organisations des peuples autochtones pour tout ce qui est lié aux aspects des droits fonciers, de la dignité de la personne humaine des peuples. Ok, vous êtes directeur général de PIDEP, mais nous voulons un peu connaître vraiment l'historique de votre entreprise. Ça a débuté comment? Un bon matin comme ça, vous vous êtes réveillé, vous dites que non, je dois créer PIDEP. Je ne pense pas. Donc l'idée est venue de quelque part. Alors nous aimerions beaucoup plus écouter vraiment votre historique pour aider moi et puis les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ok, peut-être une autre question que je pourrais ajouter. Je ne suis pas seulement directeur du PIDEP, mais je suis aussi expert au niveau international en tant que membre au conseil d'administration du Fonds volontaire des Nations Unies sur les questions autochtones. C'est-à-dire que ma personne ne se limite pas seulement au niveau du directeur général au niveau de l'RDC, mais j'ai plein d'attributions et de casquettes que je réalise au niveau de la sous-région d'Afrique, au niveau de la région Afrique dans l'ensemble, mais aussi au niveau international. Et pour nous, l'EPIDEP est né de la prise de conscience de l'ensemble des habits auxquels nous faisions face. Et pendant ce temps-là, j'étais encore enfant. Comprenez que je ne suis même pas parmi les cofondateurs, bien que je sois le directeur pour l'instant. Parce que les hommes passent et les institutions restent. Et l'EPIDEP est né sous l'initiative de M. Kapou Poudiwa Moutiman, actuellement ambassadeur des peuples autochtones au sein de la CSE et président national de la LINAPICO. Il est basé ici à Kinshasa.
avec d'autres leaders autochtones qui se sont mis ensemble en disant que la question autochtone est restée plus longtemps, elle n'est pas reconnue, et les droits, chacun faisait tout ce qu'il voulait au peuple autochtone. Il y avait la question liée à l'appropriation de ces peuples. Donc un chef qui se réveille tout un matin et il dit ce sont mes gens, ce sont mes individus. Donc l'appropriation de tout un peuple, pour nous, c'était quelque chose de mal. Mais aussi au-delà de cela, on vivait de la discrimination, de la stigmatisation, de la marginalisation, les accaparements des terres, comme on était censé vivre dans un mode de vie respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire dans une zone donnée, on devait vivre en se déplaçant selon la manière de laisser en jachère la reconstitution de la biodiversité. Et pour ça, la plupart des chercheurs nous ont collé les caractéristiques des nomades. Mais en réalité, on n'a jamais été nomade, mais c'est comme quelqu'un qui a 2 ou 3 maisons, ou qui a une maison avec plusieurs chambres. Il est libre de choisir dans tel mois, je resterai dans telle chambre, tel mois, je resterai dans telle chambre, et cela, on ne peut pas être collé à ces caractéristiques-là des nomades. Mais pour nous, c'était notre manière de vivre là où on était, dès qu'on pouvait constater que les animaux qui sont là sont enceintes, les animaux qui sont là sont en quantité réduite, il fallait se déplacer pour aller sur notre colline, pour encore commencer à vivre, parce que pour nous, la forêt, c'est notre supermarché, la forêt, c'est notre vie, la forêt, c'est nous. Donc, sans la forêt, il n'y a pas de peuple autochtone. Et sans peuple autochtone, il y a aussi disparition de la forêt. C'est pour cela que nous sommes toujours en symbiose pour essayer de faire tout ça. Voilà un peu ce qui nous a motivés de mettre en place la toute première organisation qui pourrait porter la voix des peuples autochtones auprès des autorités pour avoir des stratégies de faire face aux menaces auxquelles les peuples autochtones étaient confrontés. Ça fait combien d'années que vous êtes en exercice? Bon, le PIDEP d'abord a commencé sous forme d'un mouvement mutuel. Pendant ce temps-là, on parlait de mutualité. Et là, on travaille comme, pas en termes d'organisation formelle, mais on travaille comme une mutualité. Mais après, dès qu'on s'est rendu compte qu'il fallait se mettre en harmonie ou en conformité avec la loi, on s'est organisé pour être en association. Et là, c'est vers les années 89 et vers 1991, on a reçu maintenant des documents, les statuts, les autorisations de fonctionnement, ainsi de suite. Mais il fait plus de 30 ans que le PIDEP est opérationnel. Et au sein du PIDEP, si on voit l'historique du PIDEP, depuis Kapupu à Diel, c'est tout un passage comme ça se passe aujourd'hui au Parlement. Si on voit le premier président du Parlement, ce n'était pas Notre-Dame à Bunda, bien que tout le monde est en train de regretter. Donc les institutions sont là et les hommes peuvent animer, ces hommes-là vont passer et les autres viennent occuper. Comme moi-même, je sais que demain après-demain, je suis libre de contracter notre emploi, je suis libre de faire autre chose et quelqu'un d'autre viendrait animer le PIDEP. Okay. Et depuis Kapupu et Diel, quels sont vos objectifs maintenant? Les objectifs de PIDEP depuis Kapupu et puis Diel? Depuis Kapupu à Diel, nous sommes assignés comme objectif, c'est la reconnaissance légale des peuples autochtones. Et aujourd'hui, on est en train d'y arriver. C'était un rêve,
que les gens pensaient que serait illimite. Mais aujourd'hui, petit à petit, avec la synergie, avec toutes les autres organisations autochtones qui sont nées après l'EPIDEP et qui forment la même synergie avec l'EPIDEP, se sont mis ensemble pour continuer cette lutte. À nos actifs, il y a beaucoup d'actions qu'on a déjà faites. On s'est investi dans l'éducation. Et si aujourd'hui on parle le français, c'est parce qu'on a été au bas de l'école. Et c'est là, grâce à la sensibilisation, à la prise de conscience, en disant qu'on peut mieux faire si on fait pour soi-même. On peut prendre même un exemple d'un maçon. Dès qu'il construit sa maison, comprenez la manière dont il le fait. Il le fait lentement, mais avec beaucoup d'assurance. Mais dès qu'il travaille pour quelqu'un d'autre, c'est quelquefois ce sont les ciments qui sont volés, quelquefois c'est les sables qui sont perdus, mais il le fait très vite, mais à conséquence, sur le plan de la durabilité, ce n'est pas la même chose. C'est pour cela que nous, en tant que peuple autochtone, nous sommes engagés en disant que nous devons prendre le devant pour toute question qui nous concerne, bien que nous devons être soutenus par les alliés, par d'autres acteurs de la société civile, même les gouvernements, mais c'est d'abord notre vie qui en dépend et nous sommes très conséquents par rapport à ça. Ok. Monsieur Diel, vous avez déjà mené quelques actions au sein de PIDEP, des actions que PIDEP mène déjà? Au sein du PIDEP, nous avons plusieurs actions. Lesquelles, si on peut? Si je peux commencer à citer, je ne serai pas exhaustif parce que ce n'est pas du tout facile dans une émission d'énumérer des actions qui ont été menées pendant plus de 30 ans. D'abord, les premiers acquis. Aujourd'hui, les peuples autochtones en République démocratique du Congo ont la voix qui est écoutée par les autorités. Ça, c'est grâce au plaidoyer qu'on a fait. Aujourd'hui, il y a les questions d'expoliation, des accaparements qui ont sensiblement été réduites. Parce qu'on comprend que les peuples autochtones, ce sont des êtres humains qui doivent être respectés, dont leurs droits doivent être reconnus et doivent être respectés. Car cela ne tienne, on sait que pour raison de non-compréhension, nos terres sont régis par des règles coutumières. Mais on est opposé par des documents qu'on appelle entre guillemets des titres fonciers. Et nous, on dit, franchement, ça ce n'est pas humain. Les Français, des titres d'occupation, c'est un titre d'expropriation. Parce que quand même Dieu lui-même nous a donné cette terre, il ne nous avait pas donné de documents. Mais il nous a dit garder, gérer et faire tout. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a déjà des hommes intelligents comme nous, qui sont plus intelligents que nous, et la colonisation est venue pour s'accaparer de toute la richesse de la RDC, pour maintenant nous effrayer, nous mettre sous les bas. Ils ont amené la question de « oh, c'est la loi, la question de l'État, il faut des documents, il faut... » Et dans leur constitution, ils disaient que tout appartenait à l'État. Maintenant, on disait, c'est depuis quand on doit occuper une zone de génération en génération, et aujourd'hui, maintenant, on pourrait être opposé par un document. Or, Dieu ne nous a jamais fait un document, ne nous a jamais opposé à un document, pendant que c'est lui le créateur de cette terre. Pour nous, on dit que ça, c'est une contradiction. C'est quelque chose pour essayer de violer les droits des communautés qui n'ont pas la possibilité de se payer les frais pour avoir ces documents, qui n'ont pas la possibilité de maîtriser les procédures pour accéder aux documents, et on continue à se battre pour sécuriser les droits fonciers. Et qu'à cela ne tienne, dans le domaine, par exemple, de l'habitat, on a construit pas mal de maisons pour les peuples autochtones. Et à Kinshasa ou bien à Bukavu, là où se trouve votre siège? J'ai dit dans les villages, parce que les peuples autochtones, que ce soit à Kinshasa, que ce soit dans les provinces, les peuples autochtones vivent
vraiment dans les villages aux côtés des forêts. Ils vivent dans les forêts et à proximité des forêts. Parce qu'ils doivent vivre des produits qui viennent de la forêt. Et pour la plupart des gens, ils avaient des mythes parce qu'il y a toute une nette distinction entre la pauvreté et la culture. Maintenant, dès que la plupart des acteurs vivaient dans les sites des autochtones, quand ils voyaient leur manière de s'habiller, quand ils voyaient leur manière de faire les choses, de vivre, et là je parle des huttes qu'ils construisaient en termes de logement, ils pensaient que pour eux c'est ça leur culture. Mais nous on dit que non, c'est pas ça la culture, mais la culture c'est autre chose. Ça c'est lié à la pauvreté parce qu'on n'a pas la possibilité de se payer des tôles, on n'a pas la possibilité de se construire des grands buildings, mais on ne peut vivre qu'avec les potentialités qu'on a. Et à ce niveau-là, on se construisait des hits. Maintenant, pour faire la comparaison et de démontrer que les peuples autochtones sont des êtres qui sont capables de vivre dans de bonnes maisons, parce que les autres disaient qu'ils fuient les tonalités de pluie, ainsi de suite, dans les maisons en tôle. Nous, on a démontré que ce n'était pas ça, mais c'était une mythe, ce n'était pas une réalité. Et grâce à ça, on a construit par exemple à Moyange des maisons pour les peuples autochtones, à Rutshuru, on a construit à Mouja dans le territoire de Nyiragongo, et dans d'autres sites, on a essayé de faire ce genre d'exercice. Et aujourd'hui, ça a démontré en réalité que c'était des préjugés qu'on portait vis-à-vis au peuple autochtone. Ok, M. Del, ici, dans la capitale, vous avez le siège, à part celui de Bukavu? Comme PIDEP, je dirais non. Comme PIDEP, oui. À Kinshasa, nous n'avons pas de siège. Mais comme faisant partie des plateformes telles que les REPALEF, qui est les raisons nationales des peuples autochtones, c'est un cadre qui nous sert. À travers ça, on s'est créé quand même des alliances. On est membre de la LINAPICO qui a un siège à Kinshasa. On est aussi partie prenante à l'ANAPAC qui a un siège à Kinshasa. Mais aussi, on est partenaire à la... Donc vous travaillez en collaboration? On travaille en collaboration, on travaille en solo, on a les mêmes objectifs, et on travaille en synergie. Donc, on dirait que grâce à cette synergie, l'EPIDEP est tellement visible et réalise des activités concrètes au niveau de Kinshasa sans problème. Vous encadrez aussi les jeunes autochtones pygmées? Au sein du PIDEP, nous avons plusieurs programmes. Il y a les programmes environnement, il y a les programmes droits de l'homme, il y a les programmes genre, mais aussi il y a les programmes liés à la jeunesse. Et les programmes liés à la jeunesse, c'est ce qui est focalisé aux aspects de renforcement des capacités. Parce que nous savons que nous devons préparer notre relève. Et c'est là on a tout un programme de transfert de compétences pour que les jeunes comprennent ce qu'ils sont. Aujourd'hui, avec le mixage, pas mal de peuples autochtones ne maîtrisent plus leur savoir et leurs compétences traditionnelles. Et à cela, on a tout un programme de transmission des savoirs traditionnels aux enfants et aux jeunes. Là, vous organisez les ateliers? On organise les ateliers, on organise des concours, on organise des foires traditionnelles. On fait même des écoles mobiles où les vieux sages passent dans les villages pour essayer d'enseigner les enfants les bonnes pratiques de conservation, enseignent aux jeunes les comportements, comment vivre dans un ménage, comment vivre en harmonie avec la forêt, comment éviter la destruction, quels sont les impacts réels, pourquoi aujourd'hui il y a des impacts réels à l'environnement. On essaie de leur expliquer et comment éviter tout ça. Donc c'est tout un ensemble de programmes que l'EPIDEP aujourd'hui pilote. Et ces programmes ne se limitent pas seulement au niveau national.
s'est chevauché tant au niveau sous-régional, national et international. Et au niveau international, on essaie quand même de demander comment on peut avoir le soutien de la communauté internationale à demander à la RDC à soutenir la cause des peuples autochtones à travers plusieurs mécanismes, par exemple l'examen périodique universel et autres mécanismes, les comités qui sont en charge de la mise en œuvre des conventions, ainsi de suite. Et plusieurs rapports ont été élaborés dans ce sens avec des recommandations dont l'une est la reconnaissance. Et si aujourd'hui la loi est en train d'avancer, c'est parce que la RDC a accepté cette recommandation. Elle est même dans l'obligation d'y répondre avant 2023 lors de la 4e session de l'examen périodique de la RDC va passer. Ok, merci M. Diel. Bandeko Balandi, il y a émission Nabino, Iso Autochtone. Je pense que Nabato Bazuko Kutabiso Awana et Sika Autocommune émission dans mon longo Tozo Tambola. Toyambi Lelo, M. Diel, Azali directeur général de PIDEP, Ezana Bukavu et puis Goma. Ceux qui ont remarqué, Tozo, Ezana Monokoyali Falansa, Eza été M. Diel à Zamba difficulté pour le Balingala. Yangwana Tozo Koba vraiment en français. Je pense que l'émission Nabiso doit garder toujours lire nango et puis recommandation. Ils ont dans lingala pour que des moutunions soient dans souka kuna azoto ngolu penzate ya kokende na kelasi et kozamola pour message oyo et kwa kokomela ye. Mais c'est Diel tokoki koyeba cible na bido PIDEP cible na bido ezaline c'est PIDEP. Nous avons plusieurs cibles parce que chaque action a son cible. Mais les bénéficiaires directs, c'est pour les PIDEP, ce sont les peuples autochtones. Les bénéficiaires indirects, ce sont les vasés. Mais en termes de cibles, si je parle de cibles, pour chaque activité, il y a des cibles. Il y a des activités qui ciblent uniquement, par exemple, les femmes, pour essayer de voir comment les renforcer en entrepreneuriat pour l'autonomie, des autonomisations, le renforcement des leadership. Il y a des activités qui ciblent les jeunes, il y a des activités qui ciblent les autorités pour essayer de prendre des mesures, pour essayer de changer les attitudes et les comportements vis-à-vis des peuples autochtones. Donc nous avons plusieurs cibles. Il y a aussi la société civile comme cible qui a aussi l'obligation de vulgariser les instruments auxquels la RDC a accepté vis-à-vis des questions des peuples autochtones, tant au niveau régional qu'au niveau international. Quels sont vos projets d'avenir pour l'avancement du PIDEP? En termes de perspectives, le PIDEP veut évoquer plusieurs aspects. Comme je vous l'ai dit, le PIDEP, bien qu'ils soient à l'Est, il a accompagné plusieurs organisations, même à l'Équateur, à renforcer leurs capacités sur le plan organisationnel et institutionnel, et ils ont été dotés de documents pour leur faciliter l'opérationnalité. L'EPIDEP a facilité la participation de plusieurs jeunes et autochtones à participer à plusieurs mécanismes au niveau international et sous-régional. Et à cela, en donnant des recommandations en disant que pour telle province, nous pensons que tel autochtone peut être renforcé en capacité pour faire les relais avec lui. Et aujourd'hui, l'EPIDEP compte pour l'adoption de la loi. Vraiment, pour nous, ça c'est le premier rêve. Bien sûr, il y a des évolutions avec le traitement, l'alignement, mais avec de la proposition de la loi. Mais avec tout ce qui se passe, pour nous, on prie que réellement, le Parlement, parce que nous, on s'adresse au Parlement et non aux individus, que le Parlement prenne toujours et dans le même sens pour arriver à l'adoption de cette proposition, que ça soit transmise au Sénat, que le Sénat aussi revoie la même chose, pas dans le sens négatif, mais dans le sens de renforcer même ce qui existe dans la loi et ne pas caricaturer les droits potentiels et reconnus à tout être humain.
Et en fait, que cette loi soit promulguée par le président de la République après analyse par la Cour constitutionnelle sur la conformité et la constitutionnalité de cette loi. En deuxième chose, si vous voyez bien, nous devons nous battre parce que tout ce qu'on fait ça, moi, on le fait toujours contre nous. Aujourd'hui, on est en train de prôner les changements. Et quand on parle de changement, c'est-à-dire c'est l'implication, on doit changer ce qui était. S'il y avait des discriminations, aujourd'hui on doit réduire, on doit mettre fin à tout ça. Ce sont là les changements. Donc changer ce qui amène des innovations. Et les innovations, c'est voir comment ces peuples qui n'ont jamais, qui ont une grande expertise, que ce soit sur le plan des savoirs traditionnels, que ce soit sur le plan spirituel, comment arriver même aussi à l'incorporer dans les institutions de prise de décision. Et à ce niveau-là, on pourra être jugé. Parce que pour nous, on prend la RDC comme notre bien, une propriété privée. Nous, on n'a pas connu d'immigration. Donc nous sommes les premiers gardiens de ça et on n'a pas intérêt à le démolir. Mais aujourd'hui, on est en train de voir comment des gens qui sont censés nous protéger sont en train de démolir des choses. Même dans les institutions sacrées, on essaie même de prendre les chaises cassées. Et ça, pour nous, ça nous choque en tant que premier citoyen de ce pays, parce qu'on n'a pas à faire, on n'a pas à dire. Bon, on est obligé de se taire, mais vraiment, c'est un appel vibrant au président de la République dans le nouveau gouvernement, qu'il sache que réellement, il y a des gens qui ont été écartés dans la gestion de ces pays. Il faut qu'ils la prennent en compte. Monsieur Diel, nous voulons connaître l'apport du PIDEP pour la proposition de loi portant loi à la protection. Oui. D'abord, si on va à la genèse par rapport à la proposition de loi, c'était depuis 2008, où à l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones, où le PIDEP a organisé un dialogue avec les autorités de la sous-région, qui sont venus du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda et de la RDC. Et l'une des recommandations, c'était de doter la loi pour ces pays. À cela, après avoir travaillé avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui s'est rendu compte que pour réduire l'état de la discrimination, de la marginalisation et de la discrimination, il fallait des mesures appropriées par rapport à ça. Maintenant, au niveau du Nord Kivu, on s'est lancé dans les processus avec les mêmes partenaires, la Rainforest Foundation, Norway via le réseau CREF. Et nous avions produit les premiers modules de l'EDI. Et après analyse, on s'était rendu compte qu'il fallait une loi nationale qui pourrait couvrir tous les peuples autochtones, parce que si on ayait un EDI au niveau des provinces, ça serait limité uniquement au niveau de la province. Et c'est à ce niveau-là où notre engagement pour la loi a commencé. Et aujourd'hui, le PIDEP apporte énormément de soutien. En termes de mobilisation des peuples autochtones, on a aussi mobilisé les religieux à travers l'initiative interreligieuse pour la conservation des forêts tropicales. Et on a même une note de soutien pour soutenir le processus de la loi. On participe dans tout le processus qui est là. On amène nos contributions, on amène tant technique, morale, mais aussi financière. Donc, la proposition de la loi pour le PIDEP, c'est une des priorités, mais sous le leadership quand même de la DGPA, qui est assise à Kinshasa et qui on a donné mandat à travers les REPALEF de piloter cette loi. Monsieur Diel, qui sont vos partenaires aussi du PIDEP? Le PIDEP, d'abord, le premier partenaire, c'est nous-mêmes. Parce que c'est notre engagement. Avant de demander, il faut avoir quelque chose. Même la Bible dit que celui qui n'a rien, on ôtera même ce qu'il n'a pas.
C'est pour cela que nous devons nous battre d'abord avec nos moyens de bord. Parce que s'il faut rencontrer le gouverneur, je n'ai pas besoin d'un appui par rapport à ça. Et je suis libre d'aller voir le gouverneur et lui dire ce qui ne marche pas. S'il faut adhérer dans des plateformes et parler avec la société civile, moi je n'ai pas besoin d'appui avec ça. Je n'ai qu'à aller à la coordination de la société civile et dire voici pour nous les peuples autochtones ce qui nous chante. Mais évidemment, il y a des actions de grande envergure qui nécessitent maintenant des soutiens tant techniques que financiers parce que nos capacités aussi sont limitées. Nous sommes très rassurés que nous devons être renforcés à capacité, mais aussi assurer un bon logistique. On ne peut pas aller faire le plaidoyer à pied. Il faut aussi un moyen de déplacement. Il faut avoir des outils. Et produire ces outils-là nécessite aussi des moyens financiers. C'est pour cette raison-là que nous avons quelques partenaires auxquels on sollicite. Il y a par exemple la Rainforest Foundation Norvège qui porte les questions de conservation, les questions des terres. Il y a la GIZ qui aussi essaie de soutenir la question de conservation. Il y a les WWF qui travaille aussi sur les questions des forêts, les questions des droits des communautés riveraines. Il y a aussi International Rights of Indigenous People, qui est une initiative internationale dont je coordonne au niveau national, IPRI, qui apporte aussi un petit soutien. Mais aussi, nous sommes rassemblés dans une dynamique qu'on appelle IPAC. C'est le comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique, qui fait le lobbying au niveau international pour essayer de parler au compte et renforcer les capacités des organisations autochtones, les organisations autochtones au niveau de l'Afrique. Ça aussi, c'est parmi les partenaires qui nous appuient via OSISA et autres. Nous avons d'autres partenaires, par exemple en Allemagne, les Kindermissionwerk, qui travaillent avec les enfants et les jeunes. Et pour nous, c'est la mutualisation de tous ces efforts-là, mais aussi les grands partenaires que nous avons, c'est l'État congolais, qui est censé... Là, vous acceptez, hein? Oui, nous acceptons que c'est l'un de nos partenaires, parce qu'il nous soutient, il produit des outils, il nous oriente, on est en dialogue, c'est un partenaire. Ok, maintenant Domingue n'a pas conduit en boca parce que vous voyez dans ce qui va venir sourire nelongnanga. Émission na biso ezali wana pour na question où est-il ba peuple autochtone pygmée. Je suis trop fier ba conduit en boca ton monsieur Diel azolo ba qui est partenaire na baro numéro 1 sur ezali l'État congolais. En tout cas, bravo et continuez toujours la promotion et puis sécurisation pour le peuple congolais et les Bantous ainsi que le peuple autochtone pygmée. Monsieur Diel, vous êtes directeur général. Comment est-ce que vous essayez de coordonner votre travail à Bukavu, à Goma et puis Kinshasa? C'est facile pour vous la charge? Oui, c'est très facile. Ce n'est pas de la magie. Parce qu'on a, je ne suis pas seul, c'est toute une dynamique. On a des cahiers de charges qu'on doit suivre. Et chacun doit assumer ses responsabilités. Bon. Et par exemple, si je suis à Kinshasa, je n'ai pas besoin. Il y a toute une série de logistiques qui est ici, qui nous appuie, qui nous accompagne. Donc, on n'a pas de problème quand on fait nos activités. La coordination pour nous est facile parce qu'il y a des principes qui sont mis en place. Nous avons des documents, des manuels de gestion qui nous facilitent les procédures. Et pour moi, ça, ce n'est pas un... C'est la tâche facile. C'est vraiment, c'est facile. Balandi na biso ya iso autochtone, lelo toyambi Monsieur Diel. Nazobandela boye pona bato ba ekuta biso na katikati ya masolo. Peut-être tokomi penza kokita. La télévision ezali kambo ya ngonga. Toyambaki Monsieur Diel lelo na numéro ya lelo ya iso autochtone, azali directeur général ya PUDEP à Kinshasa, Goma, Bukavu. Aza ba fonction ebele et puis akomeka pe ko bandela, aza pe expert. Expert en quoi Monsieur Diel? Je suis expert international sur les questions autochtones comme membre au conseil d'administration du Fonds volontaire sur les questions autochtones des Nations Unies, dont je suis le président.
Mais c'est dire, quelles sont les difficultés que vous rencontrez à l'exercice de votre poste étant que directeur du PIDEP? En tout cas, on peut tout faire. Je ne dirais pas que tout est rose. Il y a aussi des épines. Et en termes de difficultés, si vous voyez par exemple la question de la loi, ça fait plus de 10 ans qu'on est en train de suivre les processus. On ne doit pas se décourager, mais c'est l'une des difficultés, parce que pendant les 10 ans, il y a eu beaucoup de changements au sein du gouvernement, il y a eu pas mal de situations politiques dans notre pays. Dans les zones où nous travaillons, il y a quelquefois de l'insécurité, des groupes armés qui viennent piller même ce qu'on dote au peuple autochtone. Et beaucoup d'aspects liés aux contraintes, mais aussi vis-à-vis de tout un peuple. Pour la RDC, on peut compter plus d'1 million d'individus. Et avec leurs moyens de substance décents, qui vivent avec moins d'$1 par jour, et ça pas par personne, mais pour l'ensemble des ménages ou de la famille composée de 5 à 6 familles. Donc les besoins sont énormes et les partenaires, les moyens financiers est trop limité. Et sur le plan aussi technique, il y a des innovations. Aujourd'hui, on est devant la presse. Nous, on n'a pas la presse pour faire vulgariser tout ce qu'on devait vulgariser. C'est déjà une difficulté. Pour accéder à la presse, il faut des moyens, ainsi de suite. Mais si on avait notre propre radio, par exemple, notre propre télévision, ça serait pour nous un outil de vulgarisation, de sensibilisation, et à tout moment, on pourrait atteindre la cible que nous voudrions. Mais on est toujours limité. Mais également, si vous voyez les zones où vivent les peuples autochtones, il y a aussi la question d'inaccessibilité. Pas seulement sur le plan de sécurité, mais sur le plan des infrastructures routières. Donc, il y a des endroits où pour y arriver, nécessairement, il faut suer. Là, ce sont les difficultés. Et quels sont les avantages? Les avantages, pour moi, c'est d'abord de parler pour moi-même. Je vois ça, pour moi, c'est mon charisme. Donc, je n'ai pas envie d'abord de chercher notre boulot, d'autant plus qu'on n'a pas renforcé les autres. En termes d'acquis, je dirais que ça nous facilite aussi des contacts. On a la possibilité de voir le gouverneur de province sans beaucoup de gymnastique, pendant que c'est une grande autorité. On se met sur la table, on essaie de discuter sur certaines questions. Et lors même de la première visite de notre président à Goma, on a été avec lui, on a échangé avec lui sans beaucoup de peine, sans beaucoup de protocoles. Donc, il a toujours des avantages et des inconvénients. Et l'autre avantage est de voir comment aujourd'hui il y a maintenant l'émergence de la question des peuples autochtones. Ça, c'est un avantage de notre travail. Aujourd'hui, on est expert, c'est parce qu'on s'est investi dans ce travail. Au sein du PIDEP, vous travaillez aussi avec le Bantou? Oui, le PIDEP utilise en termes d'expertise les Bantous. Donc on fait les offres et on les recrute sur base de leurs compétences. Ils ont des cahiers de charges et ils nous appuient pour réaliser notre mission. Donc il y a une franche collaboration entre vous et les Bantous? Même au sein des bénéficiaires, comme je l'ai dit, on ne peut pas faire une action seulement qui est exclusive aux Pygmées. Parce que notre rôle est d'arriver à faire les mixages, la cohabitation pacifique, la cohésion sociale. Donc on prend et les Bantous et les peuples autochtones dans les activités dont nous réalisons sur le terrain. C'est que là, on peut dire que la création du PIDEP n'était pas seulement réalisée pour les Bantous.
et le peuple autochtone, mais aussi avec le Bantou. Puisque vous travaillez avec eux, il y a une franche collaboration. Création, les membres sont les pygmées. Là, il faut qu'on soit sincère. C'est ça, la clarté. Et dans nos statuts, c'est bien mentionné que tu ne peux jamais occuper une poste de responsabilité si tu n'es pas de cette couche. En termes de responsabilité, c'est-à-dire que tu ne peux pas être président du conseil d'administration, par exemple, si tu n'es pas PA. Tu ne peux pas être directeur ou un assistant technique. Parce qu'on sait que dans ces domaines-là, on a des compétences. Okay. Mais pour les autres liés à l'administration, les finances, les animateurs locaux, on peut faire recours à d'autres personnalités, à d'autres couches, pour essayer de faire la mutualisation. Duel, est-ce que le travailleur qui travaille au sein du PIDEP se retrouve du point de vue de la rémunération? Bon, d'abord, ce qu'il faut comprendre pour le PIDEP n'a pas de contrat rémunérateur. Mais le PIDEP a des contrats de bénévolat. Ça, c'est le tout premier aspect. Donc, si quelqu'un vient au PIDEP pour dire qu'il vient chercher l'argent au PIDEP, là, on n'en a pas. Parce que, de la plupart, on vit des moyens de bord. Mais, au cas où il y a un partenaire qui finance, nous avons mis ensemble dans tous les projets une caisse commune. C'est-à-dire, personne n'a affecté à un projet. Parce que tous les projets ne payent pas de la même manière. Et ça, nous l'avions fait de manière consciente pour éviter les conflits entre les personnes, mais aussi nous permettre de stabiliser notre personnel. Prenons un cas, un projet de 5 mois. Si on payait réellement la personne en fonction de la durée du projet, donc après fin projet, il doit partir. Et dès qu'on a un autre projet, on l'engage. Mais pour le PIDEP, on centralise l'ensemble de la rémunération et chacun a son contrat bien négocié et sur base de son contrat, il est payé au plus tard le 25 de chaque mois. À l'heure où je vous parle, aucun de nos agents ne peut réclamer à PIDEP qui n'a pas été payé, quel que soit le montant. Là, je suis tellement sincère. Parce que on n'est pas un gouvernement pour avoir des taxes. Et même le gouvernement qui fait payer les taxes, on constate qu'il y a des agents de l'État qui réclament 3 mois, 5 mois d'arriéré. Mais chez le PIDEP, bien que c'est payé, mais on essaye quand même d'honorer nos contrats. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est lié, par exemple, au renforcement des capacités. C'est tout le monde qui est renforcé à capacité pour qu'il fasse un bon travail à PIDEP. Et le renforcement des capacités ne se limite pas seulement à Goma. Se réalise tant au niveau national, tant au niveau sous-régional et tant au niveau international. Pour dire que l'ensemble de nos agents voyagent à tout moment. Selon les thématiques. Ils ont un frais de mission. Nécessairement. Ça peut être au compte du PIDEP ou ça peut être au compte du partenaire. Okay. Parce qu'on ne peut pas voyager. Quand on est délocalisé de chez soi, on doit payer le logement, on doit avoir le transport, on doit manger, on peut tomber malade de là où on est, et on doit communiquer avec sa famille, avec les membres de l'équipe, les autres membres de l'équipe du travail, tout ça. Donc on met tout ça en compte pour que la personne se sente dans le minimum de conditions pour voyager. Est-ce qu'il n'existe pas de rancune, de tiraillement entre vos personnels, donc les Bantous et le peuple autochtone pygmée? Je ne dirais pas non, parce que je n'ai jamais vu une démission au PIDEP. Depuis que moi je suis au PIDEP,
Je n'ai pas vu ni un Bantou qui a démissionné, ou un Pygmée qui a démissionné, ou des conflits comme sur la table, où celle-ci m'a fait ceci, celle-ci m'a fait ceci. Parce que nous avons des règles et chacun essaie de respecter ces termes de référence, mais dans la complémentarité. Il n'y a même pas de guerre froide. Peut-être, vous étant que directeur, le rapport ne vous parvient pas. Mais il y a des choses là en cachette. Est-ce que vous tenez vraiment à vérifier, à voir s'il y a l'harmonie? En tout cas, ça, je vais sur l'harmonie de l'équipe pour ne pas fragiliser la dynamique. C'est-à-dire, nos rapports sont partagés, nos projets sont partagés. Même au niveau des sentinelles, je connais que nous avons tel projet et qui est financé par tel et c'est pour tel montant. Ça, on essaie de faire quand même. On fournit des efforts pour faire ça. Pour ce mois de décembre, vous n'avez pas d'activité? Pour ce mois de décembre, on avait pas mal d'activités. On avait des activités de suivi de la loi ici à Kinshasa. On avait des activités qu'on est en train d'organiser avec les enfants et les jeunes à Walikale en termes de concours sur les savoirs traditionnels parce qu'on doit donner des prix aux meilleurs gagnants, aux enfants qui ont suivi le cursus normal de la transmission des savoirs. Donc tous ceux qui maîtrisent, ils auront quand même des prix. Et avant, c'était prévu que chaque enfant soit pris en charge sur les places scolaires. Mais avec le principe de la gratuité, on pourra maintenant changer une autre stratégie pour que l'enfant sache que réellement, il a reçu un prix. Il y a aussi les enfants bantous. Il y a aussi les enfants bantous, évidemment. Et la cérémonie là, c'est le vrai où? Ça sera célébré, la remise des prix, ça sera célébré à Walikale par l'administrateur des territoires de Walikale. Vous allez faire déplacer tous ces enfants-là jusqu'au niveau de Walikale. Les enfants qui sont ici à Kinshasa. Non, ce sont des enfants qui sont dans les zones périphériques de Walikale. Donc c'est un projet qui est mené dans la zone de Walikale où nous sommes en train de développer des foresteries communautaires. Ok. Et ceux qui sont à Kinshasa, ils sont boycottés? Ou bien Kinshasa ne sont pas boycottés, mais c'est une expérience de pilote auquel on doit voir comment élargir dans les projets jour, mais aussi ça dépend aussi des partenaires. Et je dirais aussi que si vous voyez tout ce que la DGP a fait ici en termes de festival, ça cadre dans ce sens. Sauf qu'il faut intégrer cet aspect des savoirs traditionnels avec les enfants, tout ce qu'on est en train de faire à Kinshasa. Parce que l'EPIDEPSEL ne peut pas couvrir tous les pays pendant qu'il a des partenaires par-ci, par-là et d'autres organisations qui travaillent partout. Merci beaucoup, M. Diel. Quel est votre mot de la fin pour clore cet entretien? D'abord, je tiens à remercier Environ News pour ce travail réalisé au compte des peuples autochtones, pas seulement l'émission ici, mais nous suivons de très près votre engagement vis-à-vis de la question des peuples autochtones. Ça, c'est le premier mot. Merci. Le deuxième mot, c'est nos soutiens au gouvernement de l'RDC, beaucoup plus pour son attention particulière qu'il est en train d'attirer pour l'adoption de la loi. 10 ans après, aujourd'hui, il y a la recevabilité et le traitement par la commission mixte et l'adoption du rapport de cette commission. Nous pensons que déjà c'est une avancée très significative et l'alignement au débat général de la loi, ce sont des choses quand même à signaler, auxquelles nous pouvons dire à notre partenaire, premier partenaire qui est l'État, sincèrement merci, mais à ne pas oublier nos différentes demandes en termes de cahier de charges que le gouvernement a sur sa table en termes de gratuité de l'éducation des enfants pour essayer de faire ce décalage, en termes de lutter contre les violences faites aux femmes qui subissent doublement cet aspect. C'est aujourd'hui qu'on commence à parler de violences contre les femmes, mais avant les femmes autochtones subissaient et personne n'en parlait.
Donc ce qu'on fait aujourd'hui pour les Bantous, c'est qui est mal, mais ce qu'on faisait pour les peuples autochtones, là n'était pas mal. Et pour nous, ça nous fait beaucoup de remords. Un autre aspect, c'est dire au peuple autochtone que réellement, il est temps de travailler parce que c'est le travail qui rend efficacité. On peut bien faire si on connaît, on peut bien faire si réellement on a l'amour, et on doit s'aimer en tant qu'autochtone. Nous devons protéger notre identité, et en protégeant notre identité, cela ne revient qu'en reconnaissant nos terres et notre culture. Voilà les mots avec lesquels je voudrais clôturer cette émission. Merci beaucoup. Vous êtes PA de quelle province? Je suis pygmée de la province du Nord Kivu, et plus particulièrement du territoire de Walikale. Et comment dans la salutation dans votre langue? La salutation dans notre langue, sincèrement, la langue autochtone, pour raison de domination, n'existe presque pas. Ce n'est pas comme à Bikoro où on essaie encore de caricaturer, il existe encore quelques mots. Donc vous savez, mais bonjour. Nous on parle beaucoup plus le Kirega. Le Kirega, ok. On peut dire en Kirega Mwabuka, c'est-à-dire bonjour. Mwamuka. Mwabuka. Mwabuka. Napesi bino mbote nyonso kuna bino nyonso Mwabuka na Bukavu na comment on appelle ça votre province encore, à Chabunda. Là on parle aussi les Kirega. Mais ce n'est pas les mêmes Kirega, là c'est les Kikano. Les Kikano. OK, mais basant la même salutation? Non, ça c'est différent. C'est différent. OK. Ça se rassemble, mais ce n'est pas toujours la même chose. Là, c'est les Kikano, c'est beaucoup plus à Walikale. Monsieur Diel, merci d'avoir répondu à notre invitation pour ces numéros d'aujourd'hui d'Iso Autochtone. Bandeko balandi na biso tokomi na suka ya masolo na biso toyambaki Monsieur Diel azali directeur général ya PIDEP. Tobetaki masolo lelo etali structure na bango PIDEP. Lolenge kani batambolaka ba projet d'avenir na bango. Nde bongo botikala branché na Environnews TV. Et puis bolandi biso na rediffusion na numéro oyo kaka. Au revoir.